Alors après, effectivement, moi j'ai pas fait beaucoup de documentaires sur Gatti, parce qu'il y a d'autres gens qui sont un peu plus éloignés et qui peuvent faire ça sans doute nettement mieux que moi. Ce que moi je considère comme peut-être le documentaire que j'ai fait autour de lui, mais par personne interposée, c'était ce que j'ai fait à Los Angeles quand un ami à nous a monté chant public devant 2 chaises électriques à Los Angeles et qu'il m'a demandé d'aller faire la captation du spectacle. Moi j'ai hurlé de rire, parce qu'Hollywood est à côté quand même. Moi je suis pas une super monteuse de régie, quoi. C'est pas mon... Et je dis, mais tu prends quelqu'un qui capte le spectacle, s'il s'agit de capter. Et puis il insistait, et il m'a envoyé la distribution. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le monde. Il y avait les Noirs, les Chinois, enfin, toute l'Amérique était là. Et je ne savais pas que j'allais arriver une semaine après l'histoire des Tours. Mais ça, je ne le savais pas. Mais je me suis dit, là, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'effectivement, c'est sans doute un document sur l'écriture de Gatti, dans lequel Gatti n'est pas, mais dans lequel son écriture est reprise à la première personne par des gens totalement différents qui se le racontent. Et ça, pour moi, c'est du documentaire. Et effectivement, ce qui était formidable, c'est que ils m'ont pris, parce qu'ils savaient que j'avais joué dans la pièce, que je connaissais le texte, disons. Et eux, ils avaient 3 mois de travail avec Emmanuel, qui a monté une production pour faire ce film. Là aussi, c'est complètement important. C'est-à-dire que je n'ai pas été frappé à des portes pour aller. Il y avait quelqu'un qui voulait que ce film existe et qui s'est donné les moyens pour le faire. Et toutes les grandes choses qu'on a faites autour de Gatti, c'est parce qu'il y avait une personne qui voulait que ça se fasse, et ça se faisait. Et quand il n'y a pas une personne qui veut que ça se fasse et qui n'est pas nous, qui peut nous entraîner dans le monde qui nous entoure, eh bien ça ne se fait pas. Parce que, voilà. Et donc, s'il y a documents, il y a ce documentaire-là. Alors effectivement, il y avait aussi les captations. Ce qu'on a fait quand on a eu, pour finir Los Angeles, pour moi c'était, d'abord ils m'ont pris comme une sorte de clone de l'auteur. Bon, puisque j'avais joué dans la pièce, je connaissais, enfin voilà. Et donc, et ça pour moi ça a été très très important, c'est que je n'ai pas eu à faire du documentaire et du journalisme. Parce qu'eux savaient de quoi ils parlaient, qu'ils m'avaient pris comme un 3e bras, ou une 2e tête, et qu'ils me racontaient exactement, pour pouvoir le passer à d'autres, ce qu'ils avaient vécu en jouant ce spectacle, dont j'ai pris des très petits morceaux, parce qu'ils jouaient dans un tout petit endroit, enfin c'était difficile. Ça, effectivement, pour moi, c'est du documentaire. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu à faire une interview. Je ne supporte pas d'avoir à poser des questions-réponses. Parce que d'abord, souvent, on les pose... Enfin voilà, c'est pas mon terrain. Et quand Stéphane interviewe Gatti, il lui pose pas de questions. Non, pas interviewe Gatti, interviewe Kateb. Il pose pas de questions, c'est Kateb qui est porteur de ces questions. Et quand effectivement on parvient à être en face de quelqu'un qui est porteur de ses propres interrogations, à ce moment-là, pour moi, on fait du documentaire. Ça va ? Après ça, il faudrait que je sois fou pour vous adresser une question. Je sais pas. Mais je peux vous relancer l'invitation autour, en tout cas, de ma question, qui est, avant même de se poser la question de comment documenter, si documenter est le bon mot, pourquoi documenter Gatti? Alors, on peut le poser autrement. C'est pourquoi vous avez fait ce livre d'entretien, L'aventure de la parole errante. Ah, c'est déjà une question qui est très en deçà. Non, qui est très en aval de l'histoire. Mais je vous répondrai. En fait, j'ai d'abord découvert Gatti bien avant de le connaître, au cinéma en allant voir l'Enclos, au théâtre en allant voir
c'est mon père d'ailleurs qui m'avait emmené en allant voir Auguste, enfin Auguste G, puis Chant public. Et puis, mais on va sauter quelques étapes. Pour arriver, en fait, la rencontre dont Jean-Jacques Cocker, qui est là, fut l'instigateur, elle date du printemps de 1968. Mais le printemps, la vraie saison, pas celui qui restait dans l'histoire, plus tard. C'était un printemps assez morne, en fait, qui avait inspiré, d'ailleurs, dans un journal de l'époque, sous la plume de l'un de ses meilleurs chroniqueurs, malheureusement disparu aujourd'hui, qui était, je crois, aussi le rédacteur en chef, qui s'appelait Pierre Biançon-Ponté, un article qui est resté célèbre en effet à cause du contexte qui a suivi, donc qui n'est pas le contexte, et qui s'appelait La France s'ennuie. C'était un texte qui datait d'avril 1968. Mais la rencontre, c'était le mois d'avant. C'était en mars 1968, et Jean-Jacques Cocker, ici présent, donc m'avait convié à aller voir une représentation d'une pièce de Gatti qui se jouait, ça s'appelait l'Est parisien déjà, le théâtre, au théâtre de l'Est parisien, qui se nommait, le titre en était Les 13 soleils de la rue Saint-Blaise. C'est ça. Les 13 soleils de la rue Saint-Blaise. Et donc, c'était une histoire assez intéressante, d'ailleurs, passablement anachronique, puisque elle racontait au présent une histoire quand même qui était avec la part de légende qui accompagne les recréations de Gatti. Donc c'était à la fois une révolte et une utopie d'étrangers, d'immigrés, qui se passait en effet dans le 20e arrondissement, dans ce qui restait déjà, l'essentiel avait été passé au bulldozer et reconstruit depuis, dans ce qui restait d'itinéraire au-dessus du Père-Lachaise des dernières heures de la Commune de Paris, donc entre autres la rue Saint-Blaise. Il y avait d'ailleurs dans cette pièce, qui est un très beau texte, il y avait comme ça quelques répliques historiques, puisque les personnages peu à peu, qui étaient confrontés à une tentative d'alphabétisation par une institutrice pleine de bonne volonté. Alors, les tentatives réussissaient, ne réussissaient pas, et les fameux 13 soleils, c'était ces personnages qui peu à peu s'incarnaient eux-mêmes en soleil pour essayer d'habiter une histoire que grosso modo on leur refusait. Et il y avait notamment l'un des personnages qui avait un moment qui lançait comme ça une phrase qui connaîtra une certaine postérité, qui même à l'époque sonnait assez juste. Mais à l'époque, encore une fois, on est au mois de mars de l'année 1968. Et cette réplique disait, enfin ce cri comme ça lancé, c'était « Sous les pavés, la plage ». Que des publicitaires ensuite d'ailleurs j'ai un jour vu, il y a longtemps après, des publicitaires qui, dans une émission de télévision sur une des multiples rétrospectives, non plus du mois d'avril, du mois de mars, mais du mois de mai qui allait suivre, mais longtemps après, disait « Mais je crois que c'est moi qui ai eu l'idée. Tu te souviens, on avait bien vu ce soir-là ?» L'autre dit « Ah non, je pense que... Enfin, peut-être, on va dire qu'on a eu l'idée tous les deux. » Ce qui prouve que la publicité, c'est un peu comme le journalisme, il faut quand même la manier avec précaution. En tout cas, voilà, si vous cherchez l'origine d'une phrase qui a eu une certaine postérité, vous la trouverez donc dans Les 13 soleils de la rue Saint-Blaise, dont on pouvait voir la représentation au mois de mars 1968, qui n'annonçait rien, qui racontait une histoire en plus d'une rue dans laquelle on faisait des barricades, donc qui était quand même un anachronisme par rapport aux formes modernes de contestation qui eut l'idée de mettre des barricades au milieu de la rue pour revendiquer quoi que ce soit au mois de mars 1968. Donc 120 ans, enfin, après 1848, qui était la grande époque des barricades dans les rues parisiennes, puis après les barricades de la Commune de Paris. Là, alors, donc ce soir de la représentation des 13 soleils, on a dîné ensemble, et, à l'invitation de Jean-Jacques Cocker, et je crois avoir, comme ça, à un moment de la conversation, raconté à Gatti que j'avais un souvenir, et mon père encore plus du reste, un souvenir très fort. L'Enclos, on en a parlé plus tard, L'Enclos qui est un film de Lébois Auguste G, donc
pièce sur Auguste, donc le père de Gatti, et que c'est un texte qui avait très très profond, et une pièce qui avait très profondément touché mon père. Et nous avions au cours de la conversation évoqué une autre histoire comme ça de filiation qui avait quelques parallèles avec les Bauer et son fils journaliste, enfin journaliste puis dramaturge puis cinéaste, qui était un texte de l'écrivain Paul Nizan qui s'appelait Antoine Bloyer, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Nizan venait à cette époque-là, Nizan qui avait été totalement, non pas oublié, mais mis dans les poubelles de l'histoire par le Parti communiste suite à sa rupture avec le Parti communiste en 1900, peu avant sa mort d'ailleurs, en 1939, puis il est mort en 1940. Donc Paul Nizan qui était compagnon d'école, enfin d'université, d'école normale supérieure de Jean-Paul Sartre, était revenu un peu comme un auteur, disons, sinon subversif. Il participait d'une légende des années 60 avec la reparution d'un texte qui n'est pas d'ailleurs le meilleur de Nizan, qui était reparu aux éditions Maspero, qui s'appelait Adène Arabi, qui était un des premiers textes écrits par Nizan, mais dont on a surtout retenu une préface flamboyante de Jean-Paul Sartre, comme il en écrivait à cette époque-là. Et puis grâce au succès malgré tout d'Adène Arabi, du même coup les autres livres de Paul Nizan étaient peu à peu réapparus dans les librairies, et notamment ce roman. Ceux qui ne l'ont pas lu, ils auront la chance de pouvoir le découvrir, qui s'appelait Antoine Bloyer. Et le rapport entre ceci et cela est assez... Il n'est pas mécanique, mais il est assez proche quand même. C'est dans les deux cas, sauf que ça se joue en sens un peu inverse, c'est dans les deux cas une histoire, en effet, de filiation et de la façon dont, entre un père et son fils, va passer le message non pas d'une... Si dans un cas c'est quand même une vie ratée, en tout cas une vie flouée, dans l'autre cas c'est une vie interrompue, dans le cas du balayeur de Monaco, la vie flouée c'est celle du père de Nizan, en l'occurrence donc Bloyer Antoine, et avec le parallèle qui est très étrange, c'est que au moment de leur mort, enfin au moment de leur disparition, les deux pères, donc le père Bloyer, le père G, Auguste, ont le même message pour leur fils. C'est que pour la vie interrompue et brisée de l'un, un peu matraqué par les CRS, donc Auguste, ou pour la vie flouée parce qu'il a eu des rêves de réussite qui n'étaient pas ceux d'un accomplissement, donc ça c'est dans le cas de Bloyer, les deux transmettent à leur fils d'une certaine manière le même message. Le fils s'appelle Christian, non Auguste, et Auguste dit à Christian, en gros, le texte est plus beau que ce que je vais en citer, mais tu me feras revivre dans la Révolution aura lieu, la grande émancipation dont j'ai toujours rêvé, puisque moi je verrai plus rien, puisque grosso modo mon histoire s'arrête là, mais tu la porteras et tu la feras pour moi. C'est le message qu'Auguste adresse donc au fils qui s'appelle Christian dans la pièce, Armand Dansauveur dans la réalité. Et alors,